Merci pour cette introduction, merci à tous également d'être présents, merci à l'organisateur de m'avoir invité pour pouvoir parler donc de populisme numérique. Je ne sais pas si vous avez assisté hier à la conférence qui a eu lieu à la soirée à l'hôtel de Ville de Lyon. On a eu un discours un petit peu ambigu de la part de la personne qui a fait l'introduction, ambigu par rapport au GAFA, ou même je ne sais pas si vous avez fait attention ce matin à l'introduction qui a été faite, où on nous parle d'un état des lieux catastrophique concernant le numérique. Donc, prenez bien conscience qu'aujourd'hui, la technologie a la mauvaise presse. Prenez conscience également que, par le truchement des choses, on en est amené à penser que les géants du numérique sont les nouveaux ennemis. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi? Comment? C'est ce qu'on va essayer de traiter en fait dans cette prise de parole. Donc, je suis Frédéric Cavazza, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le numérique, je publie un blog qui est fredcavazza.net, j'ai publié 2 bouquins mais qui sont plus d'actualité, donc n'allez pas les chercher sur Amazon. Je ne me définis pas comme un expert, mais plutôt comme un observateur averti des usages et des tendances. Et alors justement, qu'est-ce que c'est que la tendance du moment ? En introduction, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu dans le métro la semaine dernière. C'est une affiche pour une exposition qui va avoir lieu à Paris, donc, où on voit cette phrase choc. « Jusqu'ici, tout va bien », point d'interrogation, avec un androïde qui a l'air un petit peu inquiet, genre « Non, ne me tapez pas dessus, s'il vous plaît », machin. Ça, pour moi, c'est le reflet de où on en est aujourd'hui avec la technologie, c'est que ça va mal. On a vraiment l'impression que la technologie, aujourd'hui, elle ne nous fait pas du bien. On a envie de ne pas faire du bien à la technologie, donc on a ce rapport compliqué. Ce qui est évident, c'est que l'Internet, il est aujourd'hui dans une phase transitoire. On est d'accord qu'il doit se réinventer, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, ne serait-ce que pour des raisons économiques, parce qu'il y a une concentration des richesses. On est tous d'accord là-dessus, on ne va pas se battre. Par contre, ce qui est important, c'est de faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ça serait plus dommageable quelque chose. Ce qui est certain, c'est que toute cette mauvaise presse autour de la technologie et du numérique en particulier, ça développe chez nous une espèce de sentiment de nostalgie sur « c'était mieux avant ». Je me suis prêté à l'exercice. Est-ce que vraiment c'était mieux avant? Écoutez, on va le voir dans plusieurs situations. À commencer par les jeux vidéo. J'ai acheté le mois dernier la console Sega, la Sega Mini. C'est naze. Donc, le produit est bien, il restitue parfaitement, si vous voulez, les jeux vidéo de l'époque, sauf que Golden Axe, c'est carrément injouable. C'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher du rétro gaming, des jeux comme Dead Cell ou Celeste. Surtout Dead Cell, parce que c'est un jeu français et c'est important d'acheter français. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les jeux de l'époque, quand on y joue aujourd'hui, c'est quasiment injouable. C'est vraiment pourri comme expérience. Est-ce que c'était mieux dans la musique? Écoutez, il y en a peut-être chez vous qui ont encore des racks entiers de CD. C'est moche, ça prend de la place. En plus, un CD, ça se raye. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, là, le Marc Toesca, l'enfoiré, jamais il passait les chansons que je voulais. Jamais, jamais. Toutes les semaines, j'attendais le samedi pour me dire « est-ce qu'il va passer ?» Non, ça passait jamais. Aujourd'hui, c'est quand même nettement plus intéressant. On a accès à des bibliothèques entières de musique. On a de la vidéo à quelques clics, donc c'est nettement plus intéressant de consommer de la musique aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Est-ce que c'était mieux avant pour la connaissance? Certains d'entre vous ont peut-être connu ça, le fait de devoir physiquement se déplacer dans une bibliothèque, de préférence aux heures d'ouverture, de préférence avec sa carte, sinon on ne pouvait pas rentrer. Si on n'avait pas sa carte, il fallait en faire une avec un justificatif de domicile et ainsi de suite. C'était galère de chercher dans les rayons. On avait les encyclopédies, mais bon, les encyclopédies papier, elles n'étaient pas illimitées. On avait aussi les microfiches. Qui a déjà galéré avec un appareil de microfiches? J'en vois quelques-uns. Ouais, effectivement. Comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui, notamment avec Google, notamment avec Wikipédia, notamment avec les portails d'open data, c'est nettement plus facile et rapide d'accéder à la connaissance aujourd'hui. Est-ce que c'était mieux avant dans les médias? Parce qu'on nous dit « Waouh, aujourd'hui, sur les médias sociaux, sur Twitter, ça s'insulte, on est agressif et ainsi de suite, c'est un débat qui est inaudible. » Mais souvenez-vous à l'époque, le droit de réponse de Michel Pollack, c'est pareil, c'était inaudible. Ça s'engueulait, ça s'insultait, ça se tapait dessus, c'était la même chose. On nous dit aussi, aujourd'hui sur les médias sociaux, sur Facebook, c'est le royaume des fake news, on raconte tout et n'importe quoi. Mais
Qui se souvient du nuage radioactif de Tchernobyl qui... Non, 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 il n'est pas passé au-dessus de la France. Ah non, 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 il l'a contourné. Qui se souvient aussi des images subliminales du président Mitterrand pendant le générique du journal de France 2? Là, c'est pareil. On n'avait pas besoin d'Internet pour faire de la désinformation ou pour faire de la manipulation de l'information à grande échelle. Donc, dans les médias, ce n'était pas forcément mieux avant. On nous dit aujourd'hui également, avec le numérique, ah, on est pisté, on est fiché, tout le monde sait tout de nous. Mais c'était pareil au siècle dernier. On n'en a pas forcément conscience, mais dans les années 80, on avait des organismes qui collectaient de la donnée consommateur à grande échelle et qui étaient capables de faire des fiches très, très, très précises. Notamment des sociétés comme ConsoData, qui aujourd'hui a été racheté par Axiom, donc il est passé sous giron américain. Mais les fiches consommateurs détaillées, ça existait au siècle dernier. Et en ce qui concerne la confidentialité, mais en quoi c'est confidentiel d'avoir des documents papier, comme un carnet de santé, sur lequel il y a le nom, toutes les maladies, tout ça, ou en quoi c'était confidentiel d'aller dans des guichets ouverts dans l'administration? C'était pareil. Bref, tout ça pour dire qu'on a une vision déformée de la réalité et qu'on a une espèce de phénomène de bonification des souvenirs qui nous fait croire que c'était mieux avant, alors que, en fait, pas du tout. Simplement, on est aujourd'hui dans un quotidien qui est quand même sacrément anxiogène, donc voilà pourquoi le cerveau, qui est un petit peu retors quand même, il nous bonifie les souvenirs et il nous pousse à croire que c'était un petit peu mieux avant. Effectivement, aujourd'hui, je vous le concède, on est dans une période qui n'est pas facile. On est dans une période de grave tension. Il suffit de voir tout ce qui se passe en France, en Europe ou dans le monde. Comme un être humain qui va être malade, qui va avoir de la fièvre, on a aujourd'hui une espèce de poussée de fièvre dans nos sociétés. Une poussée de fièvre qui est alimentée par le numérique parce que, notamment avec les médias sociaux, on a une propagation bien plus rapide des bad buzz, des idées extrémistes et ainsi de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas très gai, ce qu'on peut voir dans les médias et surtout dans les médias sociaux. On a aussi des utilisateurs qui sont un petit peu perdus face à tous ces usages numériques. Récemment, l'INSEE a publié des statistiques sur ce qu'on appelle l'électronisme, donc l'incapacité de se servir des terminaux numériques. Ça touche plus de 15% de la population. C'est pas rien quand même. Et on a presque la moitié de la population, pareil, qui a du mal à se servir à des outils numériques. Donc ça nous pousse quelque part à rejeter ces outils numériques parce qu'on rejette ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi en ce moment? On voit des acteurs historiques qui aujourd'hui ont un tel retard qu'ils sont obligés de s'associer avec leurs pires ennemis. Donc on a Canal+ qui diffuse les séries de Netflix, on a Carrefour qui s'associe avec Google. Donc, avec des grands patrons qui se gaussent dans la presse en disant « Ah, nous, on est des winners, ah, nous, on a fait plier la Silicon Valley. » Puis qu'est-ce que vous avez fait plier, les gars? Vous avez filé les clés de la boutique aux autres. Enfin, c'est vraiment plus pathétique qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a des acteurs historiques qui sont incapables de s'adapter à la nouvelle réalité et qui subissent la révolution numérique parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc ça aussi, ça met un petit peu la pression. On a surtout, et ça on le constate, des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont surpuissants, de même que des plateformes numériques aujourd'hui qui reconfigurent complètement les médias, qui reconfigurent les transports, la distribution et ainsi de suite. Soit, on ne peut que constater la puissance aujourd'hui de ces plateformes, que ce soit les GAFAM d'un côté ou les plateformes comme Uber, Airbnb et ainsi de suite. Nous sommes aujourd'hui dans des situations de monopole, de quasi-monopole, on appelle ça un oligopole. Est-ce que notre société elle tourne pas rond à cause de ces oligopoles? Écoutez, moi je vous pose la question. Est-ce que vous décidez de la provenance de l'essence que vous mettez dans votre voiture? Non. On a un marché que se partagent 2-3 grands de l'énergie et vous ne décidez pas de la provenance. Est-ce que vous décidez de ce qu'il va y avoir au sommaire de journal télé? Non. Il y a 2 ou 3 acteurs, voilà, France 2, TF1, M6, et ainsi de suite, qui produisent des journaux télé et on ne peut que consommer ce qu'ils nous proposent. Donc c'est la même chose.
Les oligopoles, ils ont toujours existé. Simplement là, on a cette espèce d'obsession autour des GAFAM et des grandes plateformes comme Uber ou Airbnb. On a aussi un autre facteur qui nous met la pression, c'est cette innovation technologique, avec des gadgets toujours plus incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu ce smartphone avec un écran qui fait tout le tour, ou je ne sais pas si vous avez vu aussi les derniers écouteurs de chez Apple, les AirPods Pro, c'est particulièrement impressionnant tout ça. On a aussi des innovations qui permettent de faire de l'hyper-trucage, notamment le deepfake, qui permet de caler des visages sur une vidéo préexistante. Donc tout ça, c'est très impressionnant, mais ça met la pression. Du coup, on développe des espèces de mécanismes où on va dire, il y a la 5G qui arrive, oh, moi j'attendrai la 6G. Trop drôle. Ou encore, des personnes qui vont vous dire « Ah, mon smartphone, ouais, j'ai plus de batterie, ouais, c'est dommage. Avec mon Nokia 3210, oh là là, il durait une semaine. » C'est faux. C'est faux. Allez voir les tests de l'époque. Moi, je l'ai fait. Elle ne durait même pas 24 heures, la batterie. Il fallait le recharger tous les jours. Donc, encore une fois, on a cette espèce de rejet de la technologie actuelle et une bonification des souvenirs qui nous pousse à croire que c'était mieux avant, alors que c'est faux. Ce qui est certain, par contre, et ça je vous le concède, c'est qu'effectivement, on a un besoin de réguler. Pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui bouleversent le secteur. Notamment ces plateformes comme Uber, comme Deliveroo ou autres qui emploient tout un tas de travailleurs indépendants qui ne sont pas forcément bien représentés. Donc là, ça pose problème parce qu'on a des dispositifs législatifs qui datent du 19e siècle avec des plateformes du 21e siècle. Ça ne se passe pas forcément pas très bien. Voilà, peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir à autre chose que le CDI, le CDD ou les travailleurs indépendants. Peut-être qu'il y a un statut, on va dire, intermédiaire à choisir. On a également des projets de crypto-monnaie à grande échelle qui arrivent, notamment le Libra de Facebook, qui est fortement contesté. Par rapport à tout ça, sachez qu'il y a quand même des régulations qui sont en cours. Donc le législateur essaye de réguler tout ça, mais on n'en parle pas trop. C'est sûr que c'est beaucoup plus vendeur de pointer du doigt les problèmes que de parler de la solution. Ah, ça c'est sûr que ça fait, on va dire, des choses plus intéressantes à montrer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on met bout à bout tout ça, donc les innovations technologiques, on va dire, ces problèmes de régulation, ça alimente le discours des populistes. Un populiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va opposer les élites au peuple, d'accord? Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la sphère du numérique, avec ce que j'appelle les populistes numériques. Donc ce sont ceux qui vont vous faire croire que l'ennemi, c'est les GAFA, qu'en les supprimant, tout ira mieux. Regardez ce qui se passe, par exemple, avec les manifestations des syndicats devant le siège d'Amazon ou devant le siège de Google. Avant, ils allaient manifester devant les ministères, maintenant, ils sont devant chez Google. Regardez également le discours des hommes et des femmes politiques. Elizabeth Warren, notamment aux États-Unis, tout son programme, ça repose sur le démantèlement des GAFA. Donc ce n'est pas la lutte contre l'obésité, la pauvreté, ce genre de choses. Non, elle dit juste, votez pour moi et je vais vous débarrasser des GAFA. C'est chelou quand même comme programme politique, non? Vous ne trouvez pas? Bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai phénomène massif, ce fameux populisme numérique, et qu'on arrive comme ça à créer un espèce de soulèvement populaire autour des géants du numérique. Ce qui m'amène à poser la question, est-ce que vraiment, si on démantèle les GAFA, ça ira mieux pour nous? Est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes? Vous doutez que ce n'est pas si simple, mais on va quand même essayer de répondre à ça. Déjà, ne serait-ce que d'un point de vue purement juridique, démanteler techniquement, juridiquement, les GAFA, ce n'est pas si simple. Pour mémoire, je vous rappelle qu'ils ont mis presque 10 ans à essayer de museler Microsoft dans les années 90. Essayer de museler de la même façon un Amazon, un Facebook ou un Google, bonne chance parce que ça va être sacrément compliqué. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Tout ça pourquoi? On ne sait pas trop au juste. Et c'est quand même bien dommage parce que c'est autant d'argent et d'énergie qui pourraient être utilisés pour faire d'autres choses, pour combattre d'autres maux de la société. Donc le démantèlement, encore une fois, c'est une promesse qu'à mon avis, ils ne parviendront pas à tenir.
parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. D'autant plus que on sait aujourd'hui que le législateur, il a un petit peu de mal à se projeter, il a un petit peu de mal à cadrer tout ça. Regardez par exemple le RGPD. Le RGPD, c'était censé protéger en fait les utilisateurs pour pas qu'il y ait une utilisation abusive de leurs données personnelles. Il y avait également un agenda caché, c'était censé redonner un petit peu de pouvoir aux petits acteurs par rapport à Google et Facebook. Dans les faits, ça n'a fait que renforcer la mainmise de Google et Facebook sur le marché publicitaire. Dans un même ordre d'idées, on a vu également en Angleterre un véritable fiasco avec ce que j'appelle le Digital Economy Act, qui était censé donc protéger les mineurs contre les contenus pornographiques. Ils avaient envisagé à une époque voilà, il fallait montrer sa carte d'identité à la webcam pour essayer d'accéder à tout ça, n'importe quoi. L'idée était bonne, mais ils se sont enlisés dans une mise en application qui n'était pas raisonnable. Donc ça a été abandonné entre-temps. Tout ça pour dire que le démantèlement, peut-être que l'idée est bonne, quoique on se demande quelle est la finalité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sa mise en application, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et on a très clairement une caste politique qui aujourd'hui ne mesure pas ce degré de complexité et surtout qui ne se projette pas après en disant si je démantèle, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ces gens-là, ils se nourrissent d'un sentiment de malaise, voire ils le ressentent fortement en eux. Le fait de dire « Ah, aujourd'hui, on nous surveille. Ah, la technologie, j'y comprends rien, ça me fait chier. C'était mieux avant. Je m'en sortais très bien avant. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces smartphones, ces machins, ces big data, c'est des conneries, tout ça. » Voilà. On a cette espèce de sentiment qui monte, avec l'idée que « Mais on s'en sortait très bien avant et on arrivait à... et c'était mieux. » On s'en sortait très bien, non, pas forcément. Avant, on n'avait pas un tel niveau d'endettement. Avant, on n'avait pas, on va dire, une pénurie de ressources, de matières premières qui se profilent. Avant, on n'avait pas une telle densité de population. Donc, encore une fois, c'est faux. Ce sentiment de malaise et cette espèce de pirouette politique, médiatique, qui consiste à dire « mais les GAFA, c'est nos ennemis, on va s'en débarrasser et ça ira mieux », c'est pas vrai. D'une part, techniquement, juridiquement, c'est pas simple, et en plus, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Par contre, ça risque de générer d'autres types de problèmes, et notamment de nous faire basculer dans ce que j'appelle l'obscurantisme numérique, à savoir le rejet pur et simple. Regardez ce qui s'est passé avec les compteurs Linky d'EDF. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui sur ces compteurs? On nous dit « Ah, ces compteurs, c'est la catastrophe. » D'une part, on nous espionne. D'autre part, ça fait mal à la tête parce que ça envoie des ondes. Alors, déjà d'une, on ne nous espionne pas. On essaye d'optimiser l'exploitation de l'énergie. D'accord, c'est pas la même chose. C'est important parce que l'énergie, on en manque. Et d'autre part, non, ça ne génère pas d'ondes. Un compteur Linky, en fait, figurez-vous qu'il y a des scientifiques qui sont amusés à mesurer ça. Ça génère 10 fois moins d'ondes électromagnétiques qu'une ampoule. Donc on se détend par rapport au compteur Linky. D'accord ? On a aujourd'hui une vraie panique par rapport à ça. On a des retraités qui s'enchaînent à leur ancien compteur EDF pour dire « Non, je veux pas qu'on me le retire », et ainsi de suite. Mais ça va pas, les gars, détendez-vous. Détendez-vous. On a eu aussi, ça on l'a vu, en fin d'été, une loi qui est tombée dans un village en France qui interdisait la pose des compteurs Linky et qui forçait EDF à remettre les anciens compteurs. Une loi qui s'appuyait sur la recommandation d'un médecin qui avait constaté qu'effectivement une dame avait mal à la tête avec voilà, le nouveau compteur Linky. Détendez-vous les gars, enfin, on se calme, voilà, c'est une nouvelle génération de compteurs qui va nous aider à améliorer la consommation d'énergie et à optimiser la consommation de matières premières. Voilà, on se détend par rapport à ça. Encore une fois, prenez bien conscience que l'obscurantisme technologique, numérique, ça peut avoir des conséquences graves. Ça peut nous faire accumuler du retard et ça peut potentiellement nous coûter des points de croissance par rapport à d'autres marchés qui sont beaucoup plus en pointe. On pense bien évidemment à la Chine, mais plus près de nous, on a l'Angleterre qui, elle, est un petit peu plus en pointe par rapport aux usages. Donc, on se détend par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux méchants GAFA qui vont nous assassiner. Non, non, ce n'est pas la réalité.
Pour pouvoir se détendre, on va avoir besoin de tout un travail d'éducation ou de rééducation par rapport à ces nouvelles technologies. Ça, c'est la base. Sans ce travail, on n'y arrivera pas. Prenons deux exemples tout simples. À gauche, vous avez ici un extrait de différentes statistiques qui sont issues d'une étude Google sur la sécurité. Qu'est-ce que nous disent ces études? Que 1/3 des Français estiment que leur mot de passe n'est pas sécurisé. Qu'est-ce qu'ils font contre ça? On ne sait pas. Déjà, il y en a plus d'un quart qui écrivent leur mot de passe sur un post-it, vachement sécurisé. Il y en a les 3/4 qui utilisent le même mot de passe d'un site à l'autre, génial. Et il y en a surtout 1/4 qui a le même mot de passe depuis plus de 5 ans. À un moment donné, le problème, ce n'est pas la technologie, mais c'est ce qu'on en fait. Les gars, si vous pensez que votre mot de passe n'est pas sécurisé, sécurisez-le. Changez-en, prenez un mot de passe plus grand ou équipez-vous avec un logiciel de gestion de mots de passe. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de critiquer, il faut agir. On a un autre exemple plus récent avec le Social Credit Score, vous savez, ce système de scoring qui est en cours d'expérimentation en Chine. Là encore, on a une espèce de délire paranoïaque complet par rapport à ce truc-là, où on essaye de nous faire croire que c'est le moyen qu'a utilisé le gouvernement pour asservir la population. Détendez-vous par rapport à ce truc-là. Déjà, d'une part, il existe une littérature assez importante sur le sujet, donc je vous inviterai à vous documenter pour savoir précisément ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça sert. Déjà, d'où ça vient? À la base du Social Credit Score, tel qu'ils le font en Chine, il y a le Credit Score. Okay? Ça, c'est un principe qui existe depuis les années 80 aux États-Unis et qui a permis de libéraliser la consommation, notamment pour pouvoir faire de l'octroi immédiat de prêts à la consommation. Les Chinois, ils en ont besoin pour consommer, d'accord? Donc c'est un principe qu'ils ont récupéré et qui existait aux États-Unis et qu'on ne remet pas en cause. Après ça, on a tout un délire autour de « Ah, mais les Chinois, ceux qui ont un mauvais score, ils ne prennent pas l'avion, et ainsi de suite, c'est lamentable, c'est un outil d'asservissement. » Ce n'est pas le score le problème, c'est les règles. Ce que je vous inviterai éventuellement, c'est de poser la question à des citoyens chinois. En début d'année, je suis allé en Chine pour donner une série de conférences, donc dans 6 villes chinoises. Auprès de tous mes interlocuteurs, j'ai posé la question. Déjà, la moitié, ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et l'autre moitié, ceux qui savaient que ça existait, ils étaient tout à fait détendus par rapport à ça. Et ils disaient que non, c'est un outil administratif comme un autre. En fait, le Social Credit Score, ça permet d'avoir des réponses immédiates. D'accord? Vous voulez changer d'appartement de fonction, vous voulez mettre vos enfants dans une autre école publique, vous voulez faire une demande de visa, voilà. Avant, il fallait remplir un formulaire papier, ça mettrait 4 à 6 mois pour être traité. Aujourd'hui, c'est traité en quelques secondes. Le problème, ce n'est pas le score, c'est les règles. Si vous critiquez le gouvernement, on ne vous donnera pas de visa, d'accord? Soit vous le faites par un document papier, ça prend 6 mois, soit vous utilisez le Social Credit Score, ça prend 2 secondes. Mais le problème, c'est les règles, ce n'est pas le score en lui-même. Est-ce qu'il y a un réel risque avec la technologie? Est-ce qu'on va nous asservir? Est-ce qu'on va nous surveiller? Est-ce qu'on va nous mettre en danger? Ce n'est pas la technologie le problème, c'est ce qu'on en fait. D'accord? Le maillon faible, c'est l'utilisateur, ce n'est pas la technologie. Ce qui est important, en fait, c'est de se mettre dans une posture d'acceptation de cette technologie. Nous n'envisageons pas d'avenir proche où on va débrancher l'Internet et où on va rendre nos ordinateurs, nos tablettes et nos smartphones. Ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. D'une part, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ça nous mettrait bien dans l'embarras. D'autre part, ça paralyserait l'économie et notre quotidien. On ne saurait plus travailler, on ne saurait plus communiquer, on ne saurait plus se déplacer, on ne saurait plus consommer. Enfin, ça serait vraiment très, très, très handicapant. Je pense que tous ceux aujourd'hui qui critiquent les technologies, qui disent que c'était mieux avant, encore une fois, ils ont une vision déformée de la réalité et de à quoi ressemblait leur quotidien avant, justement. Ce qui est certain, c'est que le smartphone, qui est beaucoup critiqué, c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui nous facilite la tâche au quotidien, pour nous déplacer, pour communiquer, pour travailler, pour consommer, pour faire tout ce que vous voulez. Ça nous permet d'abolir en fait toutes les contraintes d'espace et de temps. Avec un smartphone, on est omniscient, on sait tout,
et on est omnipotent, on peut tout. Ça, c'est important de le répéter quand même. C'est important de bien mesurer les services que rend un smartphone et ce que ça nous permet de faire ou d'être par rapport à ce qui était il y a 10 ans quand ça n'existait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas rendre les smartphones, on ne va pas débrancher l'Internet. Donc, il faut vraiment se faire à cette idée que le numérique, il est omniprésent et qu'il ne va pas s'en aller. Ça, c'est valable pour le numérique, c'est également valable pour les machines et pour les robots. J'entends beaucoup trop de personnes me dire « Ah, mais dans un avenir proche, alors c'est les robots qui vont tout fabriquer, qui vont faire les choses à notre place. » Quel avenir proche? Mais de quoi vous parlez, les gars? Ça va pas la tête? Votre mémoire flanche? Est-ce qu'on doit vous rappeler que les robots dans les usines, ça date des années 60? Qu'à l'époque, General Motors avait commencé à implémenter des automates sur les chaînes d'assemblage des voitures, d'une part parce que ça permettait de protéger les ouvriers, donc les éviter de s'exposer au risque de se faire écraser les doigts ou de se prendre des coups sur la tête. D'autre part, parce que ça accélérait les cadences, donc ça augmentait la productivité, donc ça baissait les coûts de production et les coûts de vente, le prix de vente. Donc ça permet de démocratiser la voiture. Ça fait 60 ans qu'il y a des robots dans l'industrie. Arrêtez de partir dans des délires de « Ah, mais alors dans 10 ans, qu'est-ce que ça ?» Ça fait 60 ans. Et dans l'agriculture, c'est encore pire parce que les premiers robots agricoles, ils datent de 1920. Ça fait un siècle qu'il y a des machines aujourd'hui qui travaillent la terre. Donc, on se détend par rapport à ça, par rapport à des scénarios complètement alambiqués. Mettez-vous ça dans la tête. Les robots, ils font partie de notre quotidien. Les robots nous aident. Les machines nous affranchissent de tâches qui sont physiquement dures, qui mettent en danger les travailleurs manuels. Ça nous permet d'abaisser les coûts de production, ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat. Ça, c'est important. On a un vrai travail d'acceptation de la technologie et des robots dans notre quotidien. Sinon, on part dans des délires qui sont, on va dire encore une fois, vous imaginez si on devait retirer le tracteur de tous les agriculteurs et qu'on leur disait, bah, tiens, voilà une bêche et tu vas travailler la terre à main nue? Mais ça ne va pas la tête. Ceux qui le veulent peuvent le faire, hein, personne ne vous empêche. Hein, vous pouvez planter des carottes dans votre jardin et manger vos propres carottes, ce n'est pas la question. Simplement, si vous voulez une barquette de carottes râpées à 1 € dans les hypermarchés, bah, il faut utiliser des machines pour ça. Voilà, c'est comme ça qu'on redonne du pouvoir d'achat. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une vraie résistance psychologique, émotionnelle à l'innovation, à la technologie, et qu'on a un vrai travail d'acceptation à faire par rapport à ça. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on a un problème d'agressivité aujourd'hui sur les canaux numériques, sur les médias sociaux. On est aujourd'hui dans des conditions, on va dire, assez délicates, parce que c'est compliqué de s'exprimer aujourd'hui sur Internet. On a toutes les chances de se faire défoncer, insulter. Ça, c'était un article que j'avais relayé qui décrivait comment la Russie, en fait, avait financé, on va dire, les fake news en France. J'avais relayé l'article, et à cause de ça, je m'étais fait insulter, je m'étais fait menacer, et ainsi de suite. On nous parle aujourd'hui de tech for good. Il faut que la technologie elle soit au bien de la communauté, qu'elle fasse le bien, mais la technologie, elle ne fait rien tout seul, il y a des humains derrière. Pourquoi personne ne parle de human for good? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de rééduquer les utilisateurs pour qu'on arrête de se sauter à la gorge, qu'on arrête de s'insulter, qu'on arrête de s'insurger tous les jours? Détendez-vous, les gars, détendez-vous. Vraiment, c'est important de ne pas se laisser gagner par cette espèce de climat toxique qu'on a aujourd'hui. Donc, souvenez-vous, cette poussée de fièvre de la société. Et c'est important de faire l'effort de toujours privilégier la bienveillance et surtout les attitudes positives, voire les attitudes constructives. Parce que c'est toujours plus simple de critiquer, de pointer du doigt un problème que d'essayer de trouver une solution. Et c'est vers ça que je voulais vous amener, vers l'idée qu'on doit aujourd'hui non pas continuer à ressasser toujours les mêmes problèmes, à tourner en boucle, mais essayer d'avancer, de progresser vers une nouvelle société numérique. Ça, par exemple, c'est ce qu'est en train de faire le Japon. Au Japon, ils ont un projet qui s'appelle la Society 5.0. L'idée étant de dire que
elle est loin, la période des cueilleurs-chasseurs ou des sociétés agricoles. Même la société industrielle, on en est loin. Même la société de l'information, ça fait quand même presque 2 décennies qu'on est dedans. Donc vraiment, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le basculement vers une nouvelle civilisation, une nouvelle société. Le gouvernement japonais a entamé un grand dialogue national pour essayer de comprendre, du moins de faire comprendre à l'ensemble de la population ce qui était en train de se passer, et surtout pour essayer de les faire participer à qu'est-ce qu'ils veulent comme évolution, quel type de nouvelle société ils veulent, quel type de nouveau contrat social on peut concevoir pour faire en sorte que tout le monde en profite et pas forcément des élites. Ça, c'est constructif. Beaucoup plus constructif que de dire bah alors là on a des problèmes et puis il faut débrancher Amazon, il faut interdire Facebook, il faut démanteler Google et ainsi de suite. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Vraiment, j'en sais rien. Moi, je milite pour l'instauration d'un grand dialogue national sur, encore une fois, la définition d'un nouveau contrat social. Essayer de faire en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de quelle société on veut pour l'avenir, pour le XXIe siècle. Ça, c'est nettement plus intéressant que d'essayer de revenir à ce qui était mieux avant, parce que c'était mieux avant. C'est nettement plus intéressant que d'essayer de démanteler, encore une fois, les géants du numérique. Je crois que c'est la commissaire européenne, Margrethe Vestager, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas vous voyez qui c'est. Elle dit, les GAFA c'est comme des hydres en fait. Si on leur coupe la tête, il y en a 2, 5 ou 10 qui vont pousser. Et effectivement, si on démantèle les GAFA, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. En tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'il y aura toujours des prétendants au titre et que ça sera un flot continu de start-up qui, là, pour le coup, seront moins bien organisés, moins bien régulés. Ça sera plus compliqué d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Souvenez-vous que la principale qualité de l'être humain, celle qui fait que c'est l'espèce dominante sur la Terre, c'est pas que c'est le mammifère qui court le plus vite ou qui est le plus fort ou qui est le plus agressif, mais c'est celui qui s'adapte le mieux. Souvenez-vous de la théorie de Charles Darwin. L'espèce dominante est celle qui s'adapte le plus vite. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, s'adapter au XXIe siècle numérique plutôt que d'essayer de lutter et de freiner des cas de fer pour revenir à ce que c'était avant. C'est vraiment important qu'on essaie encore une fois de s'adapter à une nouvelle réalité qui ne va pas partir et qui va faire que s'intensifier. Et surtout, ce qui serait plus intéressant, c'est d'essayer de mobiliser notre énergie de façon constructive, de ne pas dépenser du temps ou de l'argent ou de l'énergie pour essayer de bloquer une innovation ou pour essayer on va dire, d'immobiliser, de faire en sorte que rien ne bouge, mais tout bouge, on ne peut pas lutter contre le progrès. Ça serait nettement plus intéressant de mobiliser nos ressources ou nos forces sur des domaines qui doivent évoluer, sur des domaines qui pourraient contribuer réellement au plus grand nombre. Je pense au service à la personne, parce qu'on a une population vieillissante. Je pense notamment à l'éducation. Je vous rappelle pour mémoire que le système éducatif tel qu'on pratique en France, il a 800 ans. Ça fait 800 ans qu'on assoit des élèves à un pupitre et qu'on a un maître qui est devant le tableau. Putain, il serait peut-être temps de réfléchir à autre chose quand même. Essayer de passer, je sais pas, de l'apprentissage inversé à de l'apprentissage continu. Et bien évidemment, on a tout un boulevard avec la santé, où là aussi, peut-être qu'il va falloir essayer de réformer tout ça, parce qu'on a des finances publiques qui bientôt ne nous permettront plus de financer des soins universels pour tous. Donc il faut vraiment essayer d'optimiser tout ça, et de faire en sorte que ça profite au plus grand nombre. Quand on regarde le journal de 20 heures, c'est bien de célébrer les résultats financiers de Peugeot ou de Total. Ah, année record pour Peugeot, ils ont vendu 5 millions de voitures. Ah, bénéfice record pour Total. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, tout Peugeot ou Total? Rien. Ça va surtout contribuer à verser des belles dividendes aux actionnaires, tout ça, mais ils n'ont rien fait pour vous. Donc vraiment, je vous incite à ne pas tomber dans le techno-obscurantisme, à apportez votre pierre à l'édifice, votre contribution, aussi modeste soit-elle. Essayez de ne pas lutter contre ça et essayez surtout d'orienter toutes ces énergies positives vers des domaines qui vont contribuer à de l'emploi durable et local, les services à la personne, qui vont contribuer aux nouvelles générations, l'éducation,
ou aux générations actuelles, la rééducation, l'apprentissage continu, et qui vont permettre d'allonger l'espérance de vie, donc la santé. Voilà. Je terminerai sur un nouvel espoir, hein, puisque c'est le thème de la journée, a new hope, donc non, tout n'est pas perdu. Ce qui est amusant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette espèce d'ambiance de fin du monde, ça favorise l'émergence de religions alternatives. Vous connaissez ce tableau? D'accord? Avec cette religion, le pastafarisme, le fait qu'on est gouverné par le dieu des pâtes, non? Vous ne connaissez pas? Vous chercherez sur Google pastafarisme, vous allez voir, c'est très sympa. Bon, c'est rigolo comme ça, hein, l'espèce de monstre aux pattes et ainsi de suite, mais en fait, non, c'est pas drôle, c'est vraiment pitoyable et c'est très très inquiétant sur là où on en est aujourd'hui. Vraiment, vraiment, il est largement temps aujourd'hui de revenir les pieds sur terre, de se retrousser les manches et encore une fois d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de progresser, d'essayer d'apporter des contributions qui soient pragmatiques, réelles et efficaces, plutôt que de tourner en boucle et toujours d'essayer de pointer du doigt les méchants GAFAM, les problèmes et ainsi de suite, et d'essayer de contribuer encore une fois à une solution et de pouvoir mettre en œuvre cette fameuse tech for good. Donc ce n'est pas forcément les autres, c'est aussi chacun de vous, moi, n'importe qui. Tout le monde doit contribuer pour essayer de définir une nouvelle société, pour essayer de nous inscrire dans un 21e siècle qui est définitivement numérique. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Frédéric. Alors tu as vraiment pris un sujet courageux pour le coup. Donc tu nous envoies pas mal de balles sur le sujet. Tu es très volontariste aussi sur le sujet. Y a plein de choses dont on discutera après. Il y a une chose qui est intéressante, juste en complément de ce que tu as dit, c'est aux États-Unis, en 1996, il y a une loi qui a été créée qui s'appelait le Computer Decency Act. La loi sur la décence informatique, qui était initialement destinée à la pornographie, mais qui était très étendue. Et depuis 1996, cette loi, les GAFA et toutes les grandes entreprises technologiques américaines ont eu une position de dérogation vis-à-vis de cette loi. Elles n'ont pas eu à l'appliquer. Et tu parlais de Margaret, qui est notre sauveur, baigné de lumière divine, qui va sauver l'Europe, etc., qui est réellement une politique qui comprend les enjeux et qui est assez brillante et qui est très technique sur ces sujets. Il y a un vrai espoir là-dessus. Mais si tu devais dire aujourd'hui, tu as deux doigts d'être secrétaire d'État du numérique, parce que de toute façon ça tourne vite et tu as ta chance à ça, si tu devais donner un chantier, tu as présenté 3 trucs sur le social, la santé. Si tu veux dire, OK, créons un vrai contre-feu pour montrer que la technologie, c'est pas que du négatif, il peut y avoir quelque chose vraiment de positif, en 30 secondes, tu choisirais quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut éduquer, voire rééduquer. Faire comprendre au plus grand nombre l'intérêt et les limites des nouvelles technologies, sinon on ne va pas y arriver. Parce qu'il y a un vrai déficit. Tu penses que c'est jouable? Oui, je pense que c'est jouable, il suffit de s'y donner les moyens, c'est tout. Quand le président Chavez est arrivé au pouvoir au Venezuela, tous les dimanches soirs, il préemptait la télévision pour expliquer son programme et pour expliquer les réformes qu'il devait mener. Il a fait un gros travail d'éducation pour s'adresser à l'ensemble de la population. On pourrait faire la même chose, pourquoi pas? Pas forcément à la télé, parce que bon, la télé c'est un média vieillissant, mais il y a un vrai travail d'éducation pour essayer d'expliquer les enjeux et aussi pour essayer de détailler la feuille de route sur vers quoi est-ce qu'on se dirige, comment est-ce qu'on peut y arriver, de quoi on a besoin, etc. Non, on a plein de discussions à voir. On a quelques minutes encore avant d'arriver gentiment sur la pause déjeuner. Des questions dans la salle? Quelqu'un qui veut relancer Frédéric sur un des sujets qu'il a abordé? Sinon, je continue. En haut, oui. On vous amène un micro. Bonjour et merci pour votre présentation. J'ai quelques remarques par rapport aux exemples que vous donnez et notamment sur le fait de dire qu'avant c'était pas forcément mieux, je suis d'accord avec vous. Par contre, sur les exemples que vous avez donnés d'apport de la technologie, notamment sur, je dirais, la robotisation des usines Ford, vous ne faites pas de constat sur ce que ça a donné et l'impact que ça a eu sur notre société. C'est-à-dire que dans les années 60,
le fait de robotiser les usines, ça a permis de donner des voitures à tout le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un énorme déficit dans les transports en commun qui sont quelque part un lien entre les personnes, ce que vous disiez tout à l'heure sur le consommer local, déplacer local, etc. Et donc, c'est un petit peu... Je sais pas, j'ai un peu de mal à blâmer les gens qui refusent la technologie, entre guillemets, alors qu'on voit ce que ça a pu donner. Aujourd'hui, c'était quand cette semaine, j'ai regardé le reportage Netflix sur le Cambridge Analytics. Et par exemple, on se rend compte que ce type de technologie peut avoir d'énormes impacts sur la société. Bon, quel est votre ressenti par rapport à ça? Et d'un autre côté, par rapport aux GAFAM, je comprends les gens qui veulent les démanteler, dans le sens où je préfère qu'il y ait 10 acteurs qui peuvent influencer les gouvernements plutôt qu'il n'y en ait qu'un. Voilà. Ok, donc c'est une question aussi un petit peu sur le net positif, à nouveau, hein, la compagnie question, Ford. Question multiple. Effectivement, à l'époque où ils ont robotisé les usines General Motors et où on a démocratisé l'accès aux véhicules, on n'avait pas anticipé qu'il y aurait trop de voitures après, qu'il y aura un impact sur le climat et ainsi de suite. On est d'accord. Sur Cambridge Analytica, très clairement, on a un précédent et c'est une bonne chose. Cambridge Analytica, c'est le Watergate du XXIe siècle. On a un exemple flagrant de comment, avec assez peu de moyens et en un temps très réduit, on peut faire basculer des élections. Il faut qu'on s'en serve et il faut qu'on enseigne ça à l'école. Il faut qu'on le passe de génération en génération pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, pour qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on a un Trump aux États-Unis, on a un Brexit qui a été voté. C'est très important et ça doit servir de point de référence dans l'histoire de l'humanité. Ah, c'était quoi le troisième point? Non, mais c'était ça, je crois. Ah non, il y en avait un troisième. C'était... Sur les GAFA, le fait Ah oui, qu'il y ait les peu de GAFAM est libéralisé. Alors, puisque le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de mieux les contrôler et surtout de les faire passer à la caisse, donc de faire en sorte qu'ils payent leurs impôts, je pense que c'est beaucoup plus simple de laisser le marché se concentrer. Prenons l'exemple d'Airbnb. C'est plus simple s'il n'en reste qu'un, Airbnb. Ça permet à l'administration fiscale d'aller les voir et de leur dire, voilà, à partir de maintenant, vous allez me dire qui a touché quoi, et on va appliquer la taxe de séjour, et on va appliquer l'impôt sur les revenus immobiliers. C'est plus simple quand on n'a qu'un seul acteur que quand on en a 10, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, je pense qu'il faut laisser faire le marché, laisser s'installer des monopoles pour après aller voir un Uber, un Airbnb, un Deliveroo, et de leur dire, hé les gars, il faut payer l'impôt parce que tout le monde est censé le payer. Donc 1, vous payez les charges, 2, vous payez l'impôt, 3, vous êtes en conformité avec la loi. C'est plus simple s'il y a un seul acteur, je pense. Il se concentre aux US, hein, c'est un sujet de discussion aussi, à part entière. Il ne se concentre pas à Berlin ou à Paris. Mais ok. On avait une question là d'abord, oui. Bonjour Frédéric. Merci pour cette rétrospective de la montée en puissance d'Internet, des outils numériques et des usages. Au-delà du constat, concrètement, on fait quoi en sortant du blend? Parce que bouger un mastodonte tel que l'éducation nationale, c'est hyper intéressant de remettre en question la manière dont on va voir l'éducation, dont on va apprendre. Est-ce qu'on a un outil, un fichier partagé pour mettre des idées, pour faire? Puisque les Yaka Faucon, c'est chouette, il faut réfléchir, il faut philosopher, et c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de constat et d'avoir des personnes comme vous qui mettent en lumière peut-être des choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Mais maintenant, il faut faire, en fait. Précisément sur le point de l'éducation, des outils et des idées, il y en a plein. Après, ce qu'il faut, c'est les mettre en mouvement. Pour ça, il faut en parler. Donc, si vous êtes parent d'élèves, délégué parent d'élèves, parlez-en au directeur d'école. Exprimez-vous également auprès de vos représentants locaux. Donc on a des élus locaux, il faut aller les voir et leur dire mais qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation, comment est-ce qu'on peut moderniser tout ça, comment est-ce qu'on peut aller trouver plus d'efficacité, plus d'inclusion dans une nouvelle école. Donc il faut passer par les voies officielles et je pense que c'est tout à fait possible. Voilà pour moi, en tout cas en tant que citoyen, voilà ce qui est à notre portée. Donc allez voir vos élus locaux, allez leur dire on a un vrai gros problème avec cette éducation. Puisque je vous rappelle que c'est un modèle qui a 800 ans, enfin c'est un truc de fou quand même, 800 ans, c'est énorme, énorme. Merci. On a une question derrière. Vous pouvez monter un groupe Facebook pour discuter de ça, évidemment. Merci pour tous ces commentaires qui rendent de nouveau optimistes. Malgré tout, j'ai une petite question. Vous parlez d'éducation et je pense effectivement que c'est fondamental.
Mais l'éducation, vers quoi? Je prends un exemple, quand on était à la fin du 19e siècle avec l'école de la Troisième République, on avait la notion de progrès, on mettait tous les élèves sur un banc, mais avec une utopie commune qui était l'utopie du progrès, on allait tout améliorer. Est-ce qu'actuellement, vous ne pensez pas quand même qu'il y a une utopie à reconstruire et qui fasse un peu le pendant de l'utopie, on va dire, écologique qui marche fort, qui est un modèle qui fait rêver, je pense, beaucoup plus que l'utopie techno. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à réinventer quelque chose qui fasse rêver dans la techno, peut-être fusionner avec l'écologie, faire en sorte qu'on reconstruise quelque chose, une planète et un nouvel... Carrément. Voilà. Carrément, c'est de ça dont je parle quand je dis qu'il faut réfléchir à un nouveau modèle social, à une nouvelle société. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en Europe, et particulièrement en France, on est miné par le pessimisme parce que notre avenir est obscurci. On ne voit pas ce qu'il peut y avoir derrière, on ne voit pas comment ça peut s'améliorer. Donc, il faut que tout le monde soit mis à contribution pour essayer de définir un rêve commun, une nouvelle utopie, une nouvelle société qui serait viable à la fois écologiquement, économiquement, socialement et ainsi de suite. Donc définir une utopie et construire une feuille de route pour pouvoir arriver à cette utopie. Mais carrément, il nous faut un nouveau modèle. Et il faut qu'on le construise ensemble. Il ne faut pas laisser ça à des, on va dire, hommes et des femmes politiques qui sont issus d'institutions du 19e siècle. Ce n'est pas possible. Ces gens-là ne sont pas câblés de la bonne façon. Il y a encore du boulot. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci Frédéric, merci beaucoup.